Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Yvan. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Merci de m'accueillir. On est à Vannes, en Bretagne, à la Maison des Dirigeants, qui est un lieu dédié pour les chefs, on va dire, puisqu'on est sur le podcast Chef, au cœur de la ville de Vannes. Tu es aussi expert comptable. Tu as créé le groupe Maintenant. Dernièrement, j'ai échangé avec un banquier et il me disait, mais tu sais Sophie, un expert comptable, c'est fait pour compter et rien de plus. Toi, j'ai l'impression que tu fais beaucoup plus que compter. Il faudrait que tu me présentes ton banquier. Le raccourci était peut-être un peu dur, mais la réalité des choses, c'est que aujourd'hui encore trop souvent, l'expert comptable, d'ailleurs on l'appelle le comptable, et ce métier aujourd'hui qui évolue en fait aussi avec les besoins des entreprises, en fait il ne se résume pas qu'à compter. Les experts comptables font bien plus, sont aux côtés de ces dirigeants-là, et le besoin des dirigeants aujourd'hui évolue en permanence, et va bien au-delà du droit et du chiffre aujourd'hui, et on joue aujourd'hui un rôle privilégié à côté de ces entreprises-là. Donc entrepreneur, on le finit par le devenir parce que d'une profession libérale, on devient chef d'entreprise. Parfois c'est subi, parfois c'est souhaité. En tout cas, c'est aujourd'hui ça nous oblige nous aussi, profession libérale, à devenir chef d'entreprise. Ça s'apprend pas à l'école, mais comme tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, les experts comptables ne sont pas différents des autres. Voilà, et il faut aussi l'accepter en fait et faire avec. Alors, tu es expert comptable, mais avec Maintenant, tu es entrepreneur et tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ta mission avec Maintenant? Est-ce que tu as cherché à faire? Est-ce que tu cherches à faire toujours au quotidien? En fait, tout ça, c'est parti d'une frustration. Je dois être un éternel frustré. J'ai fait une école de commerce. En sortant d'école de commerce, je voulais être entrepreneur. Je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je voulais avoir mon entreprise. Et un jour, j'ai rencontré un expert comptable qui m'a dit... ne fais pas cette connerie, deviens expert comptable, passe tes diplômes et tu pourras entreprendre aux côtés de centaines de dirigeants. Et là, tu pourras véritablement entreprendre. Et j'ai bien fait de l'écouter, parce qu'effectivement, ça m'a coûté de passer tous ces diplômes, ça m'a coûté de revenir à l'école, et en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, tous les jours, j'entreprends pour moi, mais j'entreprends aussi aux côtés des dirigeants qu'on accompagne. Et c'est véritablement ça qui m'anime aujourd'hui. C'est ce quotidien aux côtés des chefs d'entreprise. Et en fait, ce qui m'a permis de développer ou de créer le groupe Maintenant, c'est partir du besoin de ces dirigeants-là, identifier un besoin qui va au-delà du droit et du chiffre, comme je disais tout à l'heure. Et petit à petit, en fait, on a créé les briques manquantes, selon nous, dans l'accompagnement des dirigeants. Donc les briques manquantes, c'est
En fait, c'est une offre aujourd'hui qui est finalement assez globale, qui s'est fait en identifiant des problématiques, un trou dans la raquette, et petit à petit, le groupe s'est construit. Aujourd'hui, on intervient sur 3 champs d'activité. La stratégie, avec une association que j'ai créée il y a 5 ans, qui vise à rendre accessible la stratégie pour les petites entreprises. On fait également de la formation pour les dirigeants. Donc stratégie, organisation, RH, effectivement, avec Lundi, organisation juridique avec Citadel, un cabinet d'avocats, et enfin le pilotage financier avec l'Optimiste, qui est le cabinet d'expertise comptable que j'ai créé il y a un peu plus de 7 ans à Rennes, et enfin le pilotage extra-financier avec la société Impact, que nous avons créé il y a un peu plus de près de 3 ans maintenant. Voilà, avec un lien finalement entre toutes ces briques, avec la particularité, c'est que pour un expert comptable qui ne jure normalement que par les chiffres, nous on ne jure que par la stratégie, tout part de la stratégie. Une fois qu'on a une stratégie, il faut une organisation au service de sa stratégie, une organisation RH et juridique. Et enfin, il faut être capable de mesurer, et ça n'arrive qu'à la fin. L'ordre des choses est très important. Voilà, le pilotage financier, extra-financier permet de venir mesurer les effets de sa stratégie et de l'organisation qui a été mise en place. C'était le point le point de démarrage de l'échange avec mon banquier, où je lui disais que moi j'ai un expert comptable qui compte mais qui ne conseille pas, qui m'amène pas dans des réflexions de stratégie justement, et qui me laisse soigneusement très seule aux manettes. Et donc je lui disais je suis parfois un peu frustrée parce que je fais le constat que tu as fait et le projet que vous portez, qui est j'aimerais bien avoir un peu plus de conseils, avoir un peu plus d'accompagnement, parce que quand on est dirigeant, on est un peu seul parfois face à ses chiffres et son bilan, et donc c'est important d'avoir un miroir. C'est vrai, et en même temps, j'ai bien conscience d'être peut-être un peu atypique, mais je suis pas seul en fait à chercher à aller au-delà du droit et du chiffre pour accompagner les dirigeants. Mais il faut tout pour faire un monde, donc c'est important d'avoir un bon expert comptable dont le métier effectivement est un métier du chiffre, et c'est indispensable, mais c'est pas tout. Et aujourd'hui, je pense que le monde dans lequel on évolue fait que les dirigeants ont besoin de bien plus que ce qu'on pouvait avoir auparavant avec un expert comptable comme Expert 360. Voilà, je pense qu'on a tous un champ de compétences limité, et qu'aujourd'hui, il faut repenser en fait les modèles traditionnels pour pouvoir accompagner les dirigeants autrement. Voilà. Et aujourd'hui, le groupe maintenant, c'est pas un expert comptable, c'est différents professionnels qui ensemble réfléchissent avec chacun son domaine de compétences pour pouvoir répondre aux enjeux du dirigeant d'aujourd'hui. Vous êtes combien dans le groupe maintenant ? Aujourd'hui, on a à peu près 80 collaborateurs. Voilà, on était une vingtaine il y a encore 3 ans. Donc le groupe s'est construit avec de nouvelles offres, avec de nouvelles compétences aussi, et petit à petit se développe, particulièrement en Bretagne et un peu à Paris. Ça veut dire quoi pour toi être chef ? C'est une bonne question. Pour moi, c'est avant tout être un exemple. C'est embarquer une équipe, c'est montrer la voie, c'est donner du sens aussi à ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, avec qui on veut le faire, comment on veut le faire. Voilà, rendre le quotidien de chacun plus clair. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que ce qu'on me demande de faire aujourd'hui, à quoi je contribue en fait ? C'est quoi aujourd'hui la voie que tu portes, que tu ouvres ? Aujourd'hui, en fait, on commence à devenir un peu drogué à tout ça, puisque chaque fois qu'on identifie une problématique, qu'on cherche à y répondre, il y en a une nouvelle qui se crée, et donc petit à petit, on comble les trous dans la raquette. La voie qu'on veut donner aujourd'hui, c'est d'être capable tout simplement de faire en sorte que les dirigeants de TPE-PME, qui emploient la majorité de l'emploi salarié, soient moins seuls, subissent moins le quotidien. Voilà, derrière ces dirigeants, il y a des salariés, mais il y a aussi des familles. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre contribution à notre petite échelle, c'est de rendre le quotidien de ces dirigeants plus serein, pour qu'ils puissent eux continuer à créer de l'emploi, à maintenir l'emploi, et à créer de la valeur pour le territoire. D'autant qu'on traverse quand même une période de turbulence sociale, économique, politique, qui impacte beaucoup les entreprises. C'est quoi ta vision, toi, aujourd'hui, de la période qu'on traverse ? Alors, c'est un mélange d'optimisme parce que les choses bougent sur le terrain, d'écœurement quand on voit en fait le fossé qui peut exister entre ceux qui dirigent, ceux qui prennent les décisions au plus haut niveau de l'échelle, et en même temps, ça me renforce dans ma conviction que les entreprises aujourd'hui ont un rôle à jouer très important. Il y a le titre d'un livre qui me revient en permanence et que j'évoque souvent auprès des équipes.
C'est un livre de Pascal Demurger qui est l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Et je pense qu'aujourd'hui, indépendamment du fond de ce bouquin qui est pour le coup qui m'a beaucoup inspiré, je pense que voilà, on a un rôle à jouer, nous les entreprises. Si on est dans l'attente en fait que les choses bougent, je pense qu'on peut attendre encore très longtemps. Voilà, donc à nous aujourd'hui de pouvoir répondre aux enjeux du terrain, aux enjeux du quotidien, et ça passe par de la réflexion, de l'innovation, changer les codes, casser les codes, mais aussi de la coopération, travailler plus ensemble, voilà, dans l'intérêt de tous. Et c'est comme ça en tout cas que aujourd'hui porte avec ces 80 collaborateurs et mes associés ce projet entrepreneurial. Quand on a préparé ensemble cet épisode, c'est quelque chose que tu m'as répété, je pense, à 2 ou 3 reprises, c'est casser les codes, bouger les lignes, faire différemment, sortir du cadre. C'est quelque chose que tu cherches à faire ou finalement que tu fais en suivant tes idées et en suivant ton projet? Alors on le fait en suivant nos idées et notre projet. On n'en fait pas une fin en soi, mais si on prend ne serait-ce que l'expertise comptable, à l'époque, vous aviez un expert comptable, vous le gardiez pendant 40 ans ou 30 ans. C'était un orfèvre, un travail d'orfèvre. Aujourd'hui, ce métier évolue considérablement. Et puis les comportements aussi des consommateurs en fait évoluent. Aujourd'hui, on est beaucoup moins fidèle peut-être. Et parce qu'on a un monde qui est beaucoup plus rapide, tout va beaucoup plus vite, tout évolue beaucoup plus vite. Donc ça nous oblige aussi à nous adapter. Aujourd'hui, il faut casser effectivement les codes. C'est que les méthodes d'accompagnement d'hier ne sont plus adaptées à celles d'aujourd'hui, mais même si on va plus loin, le financement, c'est un sujet aussi qu'on porte, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus du tout adapté. Pour prendre un exemple, aujourd'hui on nous parle de transition, on nous parle de changement de modèle économique, et tout ça c'est très bien, mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir être capable de financer cette transition, de financer le changement. Et aujourd'hui c'est un sujet qui n'est pas abordé parce que les banques ne répondent pas à cet enjeu-là, mais parce qu'elles ont aussi leurs contraintes. Les fonds d'investissement, aujourd'hui, ne s'adressent pas à cette typologie d'entreprises traditionnelles qu'on accompagne. Et pour autant, la majorité de l'emploi salarié se situe dans ces entreprises-là, et celles qui ont la plus grande capacité à faire changer les choses, ce sont ces entreprises-là. Sauf que le monde tel qu'il existe aujourd'hui, l'accompagnement tel qu'il existe aujourd'hui, le financement tel qu'il existe aujourd'hui ne répond pas aux enjeux. Et donc je pense qu'en fait, il est nécessaire en fait qu'on arrive à faire bouger les choses, voilà, en travaillant, en coopérant et en partant surtout du terrain. On parle de la maison des dirigeants et on y est ici. Il y a 15 ans, il y a une dizaine d'années, j'avais déposé une marque qui avait été refusée d'ailleurs parce que c'était un nom commun, c'était la maison de l'entrepreneur. Et déjà, il y a plus de 10 ans, je m'étais imaginé un lieu où le dirigeant vienne et a accès à différentes compétences. Et à l'époque, ce lieu-là, je l'avais imaginé plutôt avec un notaire, un assureur, un avocat. Parce qu'en fait, je partais de mon métier, de ce que j'étais capable de faire ou en fait avec quelle profession je pouvais travailler. Et je partais pas du besoin du terrain. Et c'est ça qui m'a fait évoluer. Et à la limite, comment j'ai fait évoluer le passage de la maison de l'entrepreneur à la maison des dirigeants, et notamment la création du groupe Maintenant, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, toute notre contribution, elle part en fait du terrain, du besoin du dirigeant. Et on va pas créer une offre parce qu'elle répond à ce qu'on sait faire. On va la créer parce qu'elle répond à un enjeu pour le dirigeant qu'on accompagne au quotidien. T'as évolué, t'es plus à l'écoute, t'es dans une posture différente. Tu pars plus forcément de toi, tu pars des autres. Exactement. Pour casser les codes, il faut être capable de faire ça. Il faut être capable d'être très ouvert, à l'écoute, très observateur. Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où peu de gens, je sais pas si c'est peu de gens, beaucoup de gens savent faire ça, mais pas encore la majorité. C'est pas simple de casser les codes parce qu'il faut aller contre ou faire différemment de ce que les autres font, faire différemment d'un système. Or, quand on est dans une période d'insécurité ou dans une position d'insécurité, de développement, de crise économique et financière, on a plutôt tendance à se replier sur ses acquis et à faire ce qu'on sait bien faire et pas trop se mettre en danger. Toi, comment tu cultives cet état d'esprit-là, cette posture, et peut-être je sais pas si c'est des conseils, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des chefs qui nous écoutent et qui ont envie d'y aller mais ont peur ou sont un peu sur la réserve? Je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais ce qui est certain, c'est que en fait, ça oblige quand même à renoncer à certaines choses. Si on parle d'un cabinet d'expertise comptable traditionnel, on a
parle de marge, on parle de rentabilité, on a des ratios qui sont ancrés dans le marbre depuis la nuit des temps, et on en fait un peu une norme, un étalon, et il faut pas en dévier. Et je pense qu'en fait, pour pouvoir faire les choses différemment, pour pouvoir casser les codes, faut accepter de casser tout son modèle pour le reconstruire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où en fait, on a besoin de renoncer à certaines choses pour pouvoir gagner demain. Et la stratégie qui a été la nôtre, qui est la nôtre, c'est véritablement de casser ce schéma traditionnel. Enfin, ce qu'on a fait, la première décision qu'on a prise quand on a créé le groupe il y a 4 ans, c'était de dire on va flinguer toute la rentabilité du groupe, recruter massivement parce qu'on avait besoin en fait de ressources en interne. Très vite, on a recruté par exemple une RH, de sorte à pouvoir se structurer, nous libérer du temps pour aller sur d'autres projets. Et par ailleurs, on a un modèle qui est quand même très particulier, très atypique, avec une association qui cohabite avec des activités commerciales. C'est du temps aussi consacré pour pouvoir créer, pour pouvoir innover. Ce temps-là, on ne sait pas ce qu'il va rapporter. Et en même temps, c'est la conviction de se dire que c'est la clé pour pouvoir changer notre modèle. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est quand même... Il faut tenir compte de cette temporalité, en fait, ce qui est pas simple, parce qu'aujourd'hui, les TPE-PME ou les entreprises ont des marges de manœuvre qui sont limitées. Et il faut être capable de se donner le temps de construire l'entreprise de demain. Et je pense que l'entreprise de demain, elle peut pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Et le vrai sujet, c'est comment je transforme l'existant pour en faire une entreprise qui soit en adéquation avec le monde dans lequel on vit et qui répondent véritablement à l'enjeu, notamment pour nous dans l'accompagnement des PME, qui répondent aux enjeux des dirigeants de TPE-PME. Et pour ça passe aussi par embarquer ses associés, comment leur faire accepter de dire en fait vous allez renoncer pendant un certain temps parce que ça a du sens, parce qu'on va y arriver, parce qu'on va réussir à faire en sorte de transformer le modèle. Et quand vous expliquez à vos associés que la stratégie commerciale du groupe c'est de donner pour pouvoir recevoir demain, bon, c'est pas simple à faire accepter. Et en même temps, quand vous arrivez à embarquer une équipe, ben, ça veut dire que vous mobilisez tout un collectif dans ce cadre-là. Voilà, et vous passez par toutes les phases. C'est des phases qui sont aussi plus difficiles. C'est une prise de risque. Et en même temps, ben, vous avez des signaux qui vous montrent que vous êtes dans le vrai parce qu'on commence à réussir à faire bouger un peu les codes, à répondre à des enjeux des TPE-PME. Et en fait, c'est surtout ça, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous permet de continuer à prendre ces risques, à faire évoluer les modèles, bah, c'est la réponse qu'on a du terrain de ces dirigeants qui se sentent plus accompagnés peut-être. Voilà, et en fait aujourd'hui tout ce qu'on a créé, que ce soit sur de la stratégie de l'organisation ou de pilotage, c'est exactement ce qu'on s'est appliqué à nous-mêmes. Et il y a 4 ans, on était aux 3-4 ans, on était 20 collaborateurs. On s'est dit il faut transformer le groupe. Et en fait, on s'est appliqué exactement la même chose que ce qu'on propose aujourd'hui aux dirigeants de TPE-PME, c'est-à-dire travailler sur sa stratégie, avoir une organisation au service de sa stratégie, et enfin être capable de mesurer les effets de sa stratégie, une mesure financière et extra-financière. Voilà, aujourd'hui, finalement, ce que on propose aux entreprises, c'est exactement ce dont nous on a eu besoin pour se transformer. Donc, ce que j'entends, c'est faut pas se poser trop de questions. Faut suivre ses convictions. Faut y aller parce qu'on est dans un moment où, de toute façon, on a besoin de transformation. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une conviction que tu portes et qui dicte ton action. Et après, faut y aller de manière organisée et avec en se posant les questions et en étant accompagné avec une stratégie. Mais la question qui est est-ce que j'ai une idée pour casser les codes? Est-ce que j'y vais vraiment parce que j'ai peur ou parce que c'est peut-être pas le moment ou parce que j'ai des marges de manœuvre limitées ou parce que le milieu ou le secteur dans auquel j'appartiens me dit qu'il faut que j'ai tant de points de marge ou machin. Ça, on met plein de choses de côté, on suit nos convictions et en donnant, on se dit qu'on recevra et on fait un peu. Ça, c'est aussi une conviction forte que t'as. C'est en donnant, on va recevoir un moment. Ça, j'en suis convaincu. Ça veut dire plus on donne, plus on reçoit. Voilà. Mais pour recevoir, faut donner d'abord. Et ça, en fait, je pense que ça me donne raison et que ça nous donnera encore plus raison dans le futur. Et peut-être que pour prendre un exemple qui illustre très bien ce côté traditionnel qu'il faut laisser de côté pour casser les codes en quelque sorte, on a aujourd'hui une problématique sur le financement. J'en parlais tout à l'heure, notamment pour accompagner la transformation des organisations ou la transition. Il y a une notion de temporalité. En gros, j'ai besoin d'investir aujourd'hui, mais ça me rapportera que demain. Et peut-être que ça me rapportera pas plus, mais ça me permettra juste de survivre. Et donc, en fait, il faut être capable de créer finalement le prêt in fine qui n'existe pas pour les TPE-PME aujourd'hui. C'est-à-dire, je perçois l'argent maintenant
et je ne rembourserai ce capital que j'ai reçu que dans 3 ans, 4 ans, dès lors qu'il y aura les effets de ce que j'ai mis en place. Et d'ailleurs, un jour, j'avais rencontré le président d'une association engagée. On parlait de transition, on parlait de RSE, et je lui dis, il y a un vrai sujet pour les TPE-PME, c'est que elles sont prêtes à faire les efforts pour se transformer, mais elles n'en ont pas les marges de manœuvre. Donc, il faut adapter le financement à ça. Et il m'a dit, non, de toute façon, elles n'auront pas le choix. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on peut pas accepter ça. Il faut pouvoir, en fait, si on veut avoir de l'impact, si on veut être capable de faire bouger les choses, alors il faut donner les moyens aux entreprises de se transformer. Parce qu'en fait, ces entreprises-là, elles sont capables de tout. Elles ont passé toutes les crises, elles sont capables de s'adapter au Covid, à tout ce que vous voulez, etc. Mais par contre, il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire. Et sur l'aspect du financement, aujourd'hui, il y a le financement bancaire classique amortissable, qui a ses limites, on peut pas tout financer. Et puis, on a les fonds d'investissement. Mais les fonds d'investissement aujourd'hui, d'abord, le coût de ces fonds d'investissement, psychologiquement, c'est pas acceptable pour une TPE-PME de dire je vais emprunter à 10 ou 15% d'intérêt, de taux d'intérêt. Et puis, par ailleurs, les entreprises traditionnelles, elles n'intéressent pas ces fonds d'investissement. Et donc, c'est comment aller créer finalement ce prêt in fine qui n'existe pas aujourd'hui pour les TPE-PME. Et quand j'ai lancé cette idée-là, à chaque fois, on me répondait, mais va voir tel fonds, va voir tel organisme, ils peuvent le faire, etc. Mais je dis, mais le problème qu'on a aujourd'hui, alors c'est un peu technique, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est que les fonds tels qu'ils sont aujourd'hui, ça a un coût, parce qu'il y a une structure lourde, notamment de gestion, une société de gestion, et donc il fallait trouver un modèle qui fasse que je crée un fonds qui ne soit pas un fonds. Bref, sans rentrer dans le détail, c'était compliqué. Mais à chaque fois, on voulait m'orienter vers quelque chose de traditionnel. Et à chaque fois, je répétais, si je fais ça, ça ne répondra pas à la problématique des TPE-PME, le coût sera trop fort pour elles, elles ne pourront pas l'accepter. Et tous les acteurs que j'ai rencontrés m'ont dit va voir un tel. Et en fait, j'ai dit mais écoutez, ce que vous comprenez pas, c'est que ce que je veux créer, ce que nous voulons créer, en fait, n'existe pas. Et ce qu'on veut créer aujourd'hui, c'est un prêt in fine 3 ou 4 ans, 3, 4, 5 ans, à un taux qui soit psychologiquement acceptable, ce que j'estimais avant que les taux flambent, c'était 6%, et qui puisse être à destination des TPE-PME traditionnelles, et pas simplement de la start-up innovante, etc. Et ça, aujourd'hui, personne n'est capable de le faire. Et en fait, j'ai bien vu que pendant la crise, notamment quand il y a eu le lancement de la guerre en Ukraine, les taux ont explosé, et j'ai un banquier qui est venu me voir en me disant, écoute, on a du mal à financer, c'est compliqué, parce que le risque aujourd'hui est important. Considère que pour toutes les entreprises que vous accompagnez de cette manière-là, avec de la stratégie et du pilotage financier tel qu'on le fait, vous avez un accord de principe sur tout ce financement-là. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dès lors que le dirigeant vient se faire accompagner sur la stratégie et donc fait acte d'humilité de se faire accompagner, alors vis-à-vis du banquier, c'est un dirigeant qui est moins risqué que les autres. Et par ailleurs, en fait, il suffisait, dans mon esprit, de me dire, en contrepartie du financement, je dois exiger d'être accompagné sur de la stratégie, exiger d'avoir une structure de pilotage qui soit pas simplement un bilan annuel, mais un budget et un reporting mensuel. Et en fait, j'ai créé ces conditions-là et je suis retourné voir les acteurs du financement en leur disant, nous devons créer ça. Et là, les banques m'ont dit au départ, d'abord, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs en leur disant, est-ce que vous voulez participer à ça? Et ils m'ont dit, mais ça, c'est le travail des banques. Puis je suis allé voir les banques et elles m'ont dit, oui, effectivement, ça répond à un enjeu, mais on sait pas le faire. Et un jour, j'ai d'ailleurs quelqu'un du Crédit Agricole qui m'a dit, en fait, tu es en train de proposer ce que nous ne sommes pas capables de créer aujourd'hui. Et jusqu'à ce que j'ai une mutuelle qui me dise, écoute Yvan, je crois dans ce projet-là et j'accepte de mettre 1 million d'euros pour les entreprises du territoire. Et aujourd'hui, notre objectif, il est d'aller mobiliser 10 millions d'euros pour le territoire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on discute aujourd'hui avec des acteurs où on leur demande de sortir du cadre traditionnel. Même si la philosophie de la partage, c'est compliqué pour eux de sortir du cadre traditionnel. Et donc, en fait, on se retrouve un peu avec une discussion un peu politique à l'échelle de ces organisations parce qu'il faut celui qui sera capable de dire, OK, j'y vois un intérêt, je sors du cadre traditionnel et je vais investir. Et j'ai la conviction qu'on va y arriver. Comme le dit ma fille de 6 ans, il suffit d'y croire papa et il y aura pas de problème. Donc, il y aura pas de problème. Voilà où on en est. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, on peut faire bouger les lignes. On veut systématiquement nous ramener dans le schéma traditionnel et pour autant, voilà, même nous, à notre petite échelle, on arrive petit à petit à faire bouger les choses. On a réussi avec la stratégie et l'association tactique à rendre accessible la stratégie pour les TPE-PME. J'ai bon espoir qu'on le fasse pour le financement. Voilà, et tout ça, c'est le fruit de la coopération, de l'échange, voilà, et surtout de pas rester en vase clos. Et encore une fois, je pense que plus on donne, plus on reçoit. Effectivement, le financement, c'est le nerf de la guerre.
Il y a un autre sujet sur lequel je veux bien t'entendre, qui est aussi le nerf de la guerre, c'est les people, c'est les ressources humaines. Moi, quand je discute, puisque c'est mon métier, donc je discute moins financement, mais beaucoup problèmes RH avec les dirigeants, ils galèrent avec leurs équipes. Il y en a beaucoup qui me disent j'arrive pas à recruter les bonnes personnes, les gens veulent plus travailler. Un responsable, un dirigeant d'un groupe de commerce me dit mais en fait tous les gens que je reçois en entretien en ce moment ne veulent pas travailler le week-end, sauf que moi c'est quand même les jours où j'ai besoin d'être ouvert. Donc en tout cas il y a je trouve une grosse incompréhension assez globale dans la dimension ressources humaines, y compris chez des dirigeants qui ont des pratiques RH qui sont top, y compris des dirigeants qui ont des projets hyper intéressants, assez inspirants, mais qui demandent parfois de l'engagement et un peu parfois de résilience aussi. Est-ce que c'est aussi un sujet que tu observes et des discussions que tu as avec des dirigeants que vous accompagnez? Et est-ce que tu as des éléments de réponse à leur apporter, ou toi, comment tu fais pour mobiliser 80 collaborateurs dans le projet du groupe? Alors un conseil, je sais pas, parce que je suis pas expert RH. Après, c'est voilà ce que on a fait à notre petite échelle. Après, juste pour revenir sur les échanges qu'on a avec les dirigeants, l'aspect RH, c'est permanent, c'est au cœur des considérations, au cœur des crispations aussi. Et au final, ça peut être à la fois un atout considérable et aussi dans certaines organisations terriblement compliquées, avec des conséquences dramatiques derrière. Voilà, on a d'ailleurs quand on accompagne des dirigeants sur la stratégie, on accompagne beaucoup d'entreprises qui n'ont aucun problème financier, mais pour qui le poids du quotidien est très lourd. Il est très lourd parce qu'en fait, il faut répondre aux enjeux de son client, il faut répondre aux enjeux de ses fournisseurs, il faut répondre aux enjeux de ses collaborateurs. Et en fait, c'est une pression extrêmement forte. Aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise, il est expert de son métier, mais on lui demande de devenir expert RH, expert finance, expert commerce, marketing digital et maintenant expert RSE. Bref, mettez tout ça dans la besace et ça fait quand même très lourd. Sur l'aspect RH, je pense aussi que les choses évoluent. Et pour le coup, si je regarde les cabinets d'expertise comptable notamment, donc nous sommes des libéraux et nous sommes devenus chefs d'entreprise puisque nos cabinets ont grossi. Et la plupart des cabinets ont aujourd'hui que des collaborateurs dédiés à la production. On a très peu de fonctions support dans nos cabinets, et en fait aujourd'hui, parce que les modèles ont été créés comme ça. Et vu les enjeux aujourd'hui, enfin l'humain se transforme, les attentes de chacun et chacune évoluent aussi, et je trouve, et on en avait parlé ensemble, que le rôle des RH dans l'organisation est clé. J'apporte beaucoup d'importance en fait aux petits détails, à être très proche des collaborateurs, à faire en sorte que chaque détail soit traité, parce que ce détail peut devenir un énorme caillou dans la chaussure demain. Et puis plus vous grossissez, puis moins vous pouvez être disponible, moins vous entendez les choses, et plus vous perdez la main aussi sur ces petits détails, et puis petit à petit ça crée des contraintes. Et c'est là où je trouve que le rôle du RH dans une organisation il est central, c'est justement d'être à l'écoute. Il y a deux choses différentes, souvent on confond le RH et celui qui va s'occuper de la paye et des bulletins de paye et des salaires, ça n'a rien à voir. Le RH pour moi, enfin le rôle considérable, c'est d'avoir cette personne en interne qui va entendre, qui va écouter, qui va sentir ce qui se passe de partout, qui va être capable en fait de tirer tout le monde vers le haut. Et d'ailleurs, quand on a recruté notre RH, donc on avait une vingtaine de collaborateurs, et au début la relation était assez compliquée. Elle venait d'un univers différent, et elle cherchait à se positionner à chaque fois côté collaborateur. Et donc on avait du mal en fait à travailler ensemble. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, mais écoute, Julie, elle s'appelle Julie, je lui dis, je te demande pas d'être côté collaborateur ou côté direction entre guillemets, je te demande de tirer tout le monde vers le haut, que ce soit la direction et les collaborateurs. Et dès lors que finalement elle a pris cette place-là et qu'elle a compris que finalement en fait son rôle en fait c'était, il devenait central dans l'organisation et c'était de tirer tout le monde vers le haut, y compris les associés et les dirigeants de l'entreprise. Alors c'est devenu extraordinaire parce qu'au fait au final, on a une personne qui joue son rôle à part entière, qui est capable de remettre en question un collaborateur, mais également de remettre en question un associé. Et je pense qu'en fait, dans ces organisations-là, le rôle du RH devient très important. Mais par contre, quand on recrute un RH, ça a un coût. Et donc la transformation dont je parlais tout à l'heure, il faut être capable de la financer. Parce qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre, elles sont faibles dans les TPE-PME. Et nos organisations, elles ont besoin de compétences que nous n'avons, enfin, de compétences dont on n'avait pas besoin dans le passé. Ou en tout cas, on s'accommodait de cela. Aujourd'hui, le rôle du RH, pour moi, est central dans l'organisation, mais il faut être capable de le financer. Donc, ça doit libérer du temps pour le dirigeant pour que lui soit plus
voilà, il faut repenser nos modèles pour pouvoir intégrer ces compétences-là dans l'entreprise. Et quand tu dis que t'attends de la fonction RH qu'elle tire tout le monde vers le haut, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, une organisation, dès lors qu'on a que chacun est épanoui, dès lors que chacun, on met chacun dans les meilleures dispositions, alors en fait, ça tire toute l'entreprise vers le haut. Et le quotidien, finalement, et je trouve que c'est d'ailleurs un sujet qui m'occupe une grande partie de mon temps, c'est comment faire en sorte que chacun et chacune soit au bon endroit, c'est-à-dire soit bien dans ses baskets, soit capable de puisse s'exprimer de la meilleure des manières. Et à chaque fois qu'on a réussi à débloquer des situations comme ça, on a vu des effets extrêmement forts dans l'organisation. Voilà, je pense à une de mes associées à l'époque. On avait des discussions compliquées parce que elle était pas à l'aise dans la situation qui était la sienne. Moi, j'arrivais pas à répondre en fait à ses souhaits et à ses problématiques. Et le jour où on a trouvé le bon équilibre, ça a été la métamorphose. Voilà. Et donc, je pense que l'organisation, c'est aussi ça. Le développement des entreprises, c'est aussi ça. C'est être capable de mettre les personnes dans les meilleures dispositions pour tirer tout le monde vers le haut. Ça veut dire de l'écoute, de l'observation de comment fonctionne la communication entre les gens. Ça veut dire de la formation. Ça veut dire quoi concrètement dans... C'est un mélange de tout ça. C'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Faut comprendre comment l'autre fonctionne. J'avais appris sur une formation management d'ailleurs sur le jeu des couleurs, le rouge, le bleu, etc. Et en fait, j'ai eu un jour j'avais une associée qui me disait toujours non systématiquement. Et en fait, on s'agaçait l'un et l'autre parce que moi je voulais avancer, elle trouvait que ça avançait trop vite et ça marchait pas. Et le jour où j'ai compris comment elle fonctionnait, qu'elle a compris comment moi je fonctionnais, et à ce moment-là, ça libère tous les freins en fait. Mais c'est effectivement énormément d'écoute, c'est aussi de la formation. On n'est pas manager. Certains d'ailleurs peut-être ne seront jamais bons managers et ne le souhaitent pas. Et donc c'est un mélange de tout ça et de l'organisation est extrêmement complexe. De l'organisation, chacun doit faire avec l'autre, avec sa différence. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 10 associés, différents, 10 personnalités différentes. Et il faut composer avec et essayer de comprendre l'autre. Et à partir du moment où on arrive à comprendre l'autre, tout est plus facile. Oui. Yvan, je viens de terminer la 3e saison du podcast dans laquelle j'ai cherché à répondre à la question comment, en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde. 20 dirigeants qui m'ont dit plein de choses différentes en fonction de leur point d'observation et d'action sur le monde. Il y a 2 choses qui sont énormément revenues et qui sont, j'ai l'impression, 2 fondamentaux sur l'impact, et t'en as un petit peu parlé, et t'en as même complètement parlé. Il y a le temps long, s'inscrire dans du temps long, et s'inscrire dans un territoire, ou en tout cas dans des actions dans la vraie vie versus dans des actions en ligne dans le digital, etc. Mais beaucoup d'actions sur le territoire, dans un bassin d'emploi, dans un bassin économique particulier. Comment ça résonne chez toi, ces 2 notions, le temps long et l'ancrage territorial? Alors la première me donne des boutons. Le temps long, c'est compliqué pour moi. Et en même temps, j'ai bien conscience que je le vis au quotidien, c'est que les choses prennent du temps. Après, je vais reprendre ce que me dit souvent Guillaume, un de nos associés, qui parle de la théorie des petits pas. Et je crois beaucoup. Ça aussi, c'est tout le temps revenu. J'adore, voilà. Vas-y. Donc c'est petit à petit avancer, et l'impact, il doit être quotidien. Et je pense que c'est le mélange des deux. C'est à la fois avancer pas à pas, la théorie des petits pas, et en même temps le territoire, effectivement, mais je dirais même plus le terrain, en fait. C'est sur le terrain que ça se passe, quand on est dans sa sphère, quand on est dans sa tour d'ivoire. Et en fait, si on revient aux questions de politique, et il s'agit pas de débattre là-dessus, mais voilà, je pense que ce qui manque, c'est ça, c'est le terrain, c'est la prise de conscience de ce que vivent aussi les dirigeants au quotidien. Être relié au terrain, être connecté au terrain, et c'est comme ça qu'on peut avoir le maximum d'impact. C'est une des raisons pour laquelle vous avez fondé cette maison, la maison des dirigeants? Oui, en fait, c'est de mettre le dirigeant au cœur de la cité, au cœur de la ville. Aujourd'hui, être dirigeant, et on le voit au quotidien, c'est lourd à porter, c'est peu valorisé.
en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière ce dirigeant. C'est pas simplement un compte de résultats. C'est encore une fois, c'est gérer l'humain, c'est gérer les problématiques de financement, c'est gérer la transition, c'est gérer une crise. Et oui, l'objectif de cette maison des dirigeants, c'est vraiment de remettre le dirigeant au cœur de l'écosystème et de la ville, et de mettre aussi en valeur ces gens qui créent la moitié des emplois salariés sur le territoire et qui se battent chaque jour en fait pour leur entreprise, mais pour aussi leurs collaborateurs et les familles qu'il y a derrière. J'interviewais il y a 15 jours Alexis Jubert, dirigeant rennais aussi de GPG Granit et du groupe Seven. Il m'a répété à plusieurs reprises, moi à la fin du mois j'ai 100 salaires à verser. Et donc c'est la responsabilité que je porte au quotidien, parce que je sais que ces 100 salaires derrière, ça fait vivre des familles, ça fait vivre le territoire. Il a envie de développer son entreprise et donc de verser encore plus de salaire, d'avoir encore une charge plus importante. Mais c'est beaucoup revenu cette responsabilité-là en fait, qui est pas que de porter un projet d'entreprise seul ou d'avoir les lauriers. Et le poids des responsabilités est de plus en plus lourd, parce que encore une fois l'environnement dans lequel on entreprend aujourd'hui est de plus en plus contraint et de plus en plus incertain. Il faut composer avec. Yvan, on arrive à la fin de notre échange. J'ai 3 dernières questions pour toi. 3 questions rituelles. Quel chef es-tu ? Waouh, compliqué. Je pense que ce que je cherche à faire et qui jusqu'ici nous a permis aujourd'hui de nous développer, c'est capacité à s'entourer de gens meilleurs que soi, de s'entourer de profils différents. Et après, quel chef je suis, avec en toute humilité, c'est capacité à rassembler, à faire travailler les gens ensemble, à réfléchir ensemble, à se remettre en question. Très exigeant, mais je m'impose à moi cette exigence. J'ai bien conscience aussi que pour l'ensemble de mes associés autour de moi, le quotidien est très exigeant. Par contre, on porte quelque chose qui est captivant. Donc c'est travailler sur un collectif, embarquer un collectif, mais être un maillon du collectif au même titre que les autres sont un maillon du collectif. Comment tu prends soin de ta santé mentale et physique ? Alors ça, ça c'est compliqué, parce que si je dis la vérité, je pourrais dire moi c'est super, je fais très attention, etc. Et en fait, je pense que c'est encore un problème pour moi. Voilà, je fais pas suffisamment attention. Je sais, je suis un peu excessif dans tout ce que je fais. J'ai besoin de sport en fait pour me sentir bien. J'ai besoin de sport pour me vider la tête. Donc tu fais beaucoup de sport ? Justement pas assez, c'est ça le problème. Je sais que j'en ai besoin. Voilà. Okay. Aujourd'hui, le seul truc qui me vide la tête, c'est de partir à Belle-Île, penser à rien. Voilà. On est 2. Et quelle est ta pratique managériale préférée ? Alors ça, c'est de me mettre au milieu d'une pièce. D'ailleurs, je n'ai pas de bureau. Quels que soient les sites sur lesquels on est, j'ai pas de bureau. Je me mets au milieu de tout le monde. J'écoute, j'entends. Voilà, et ça me permet de détecter, encore une fois, ces petits détails qui peuvent devenir de grosses problématiques si on les traite pas. Donc, puis après, c'est beaucoup d'échanges. Je peux partager un projet que j'ai mûri dans la nuit avec un apprenti avant même d'en avoir parlé à mes associés, ce qui est assez frustrant pour eux. Mais en gros, c'est m'inspirer de tous ces gens qui m'entourent et en étant au milieu des autres. Voilà. Comment te sens-tu à la fin de notre interview, de notre conversation ? Très bien, je sais qu'il faut que je travaille sur la santé mentale et physique. Tu m'as mis, c'était un peu la question qu'il fallait pas. Mais très bien, écoute, merci à toi de cette invitation. Voilà, ravi de cet échange. Merci beaucoup, Yvan. Merci à toi, Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.